vous ai bien dit que c'est cette phase de mon intervention. Ça, c'était en quelque sorte le discours que j'appelle administratif. C'est un peu les comptes rendus, ce que les techniciens ont écrit, mais le discours politique, il y a eu des éléments qui ont intervenu, mais le discours politique doit parler massivement des réalités, parce que c'est ce qui détermine le reste. Sans un discours politique bien compris, les actes administratifs ne vont pas loin. Ils vont rester entre les grands connaisseurs. Et donc, à présent, mesdames et messieurs, la deuxième étape de mon intervention se rapporte à un aspect de l'actualité nationale, internationale et africaine. Il s'agit précisément du débat entre l'AES et la CEDEAO. Attachez vos ceintures. Jusqu'ici, nous étions en vol automatique. Maintenant, nous rentrons dans des zones de turbulence. Il faut donc bien attacher vos ceintures. Mesdames et messieurs, comme nous le savons, la Confédération de l'AES a été mise sur les fonds baptismaux le samedi 6 juillet 2024 à Niamey. Et l'acte constitutif de la Confédération a été paraphé par les éminents dirigeants de nos trois pays, le Burkina Faso, le Mali, le Niger, leur Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, le colonel Assimi Goïta, le général de brigade Abdraman Tchani. J'écoute tous les matins toutes les radios internationales. J'écoute les interventions des citoyens. Je lis la presse. Je vous assure que je me rends compte souvent que certains ne savent même pas de quoi ils parlent. Parce qu'il y a une campagne médiatique internationale de semer le trouble dans l'esprit des Africains, de l'AES, en disant « Mais oui, on est une seule famille, on est en train de sortir de la famille, anga ben, anga faranyonka, sinon on va se diviser. » Mais dans le monde de toujours, est-ce que vous avez vu une décision importante qui n'avait pas été la décision de quelques hommes déterminés qui ont le sens de l'histoire? Aucun des grands dirigeants qui a marqué l'histoire n'est allé chercher le consensus total sur ce qu'il fait. On choisit ce qui est intéressant pour le peuple à un moment donné de l'histoire et on prend cette voie, que ce soit par élection. Dans les élections, vous voyez, les présidents qui viennent, ils compétissent, il y a un qui prend, qui gagne, mais c'est sa ligne qui s'impose à tout le monde jusqu'aux élections suivantes. Mais il ne vient pas dire « Ah, on met tout le monde ensemble ». Mais ça, c'est quoi ça? Si vous mettez tout le monde ensemble, vous ne ferez rien. Parce que dans une société, les avis sont contradictoires. Quand un avis prime, c'est lui qui s'impose jusqu'à ce que le peuple ou l'histoire rejette cette ligne et suit une autre ligne. Donc même les dirigeants démocratiques, cette histoire de consensus des dirigeants, tout le monde ensemble, c'est pas ça. Les grands pays, si vous les regardez, à chaque étape de leur histoire, les dirigeants choisissent une voie. Ils l'expliquent au peuple et ils avancent. Si c'est à travers des élections, si ça ne marche pas, on les enlève. Si c'est d'autres voies, on trouve les moyens de les enlever. Mais ils ne viennent pas s'asseoir pour dire que tant qu'ils n'ont pas l'assentiment de tout le monde, ils ne vont jamais avancer. Ça n'existe pas. Et ces pays où on a inventé le terme clivant, parce que moi je sais que ça a été élaboré ailleurs et mis dans la bouche de certains, mais chez eux, ils sont clivants. Chez eux, les dirigeants font ce qu'ils ont dit au peuple, avec quoi d'autres n'étaient pas d'accord, jusqu'à ce qu'ils réussissent ou ils échouent. Et donc les dirigeants de l'AES ont fait un choix au nom de leur peuple. Notre rôle, c'est de l'expliquer à nos peuples, convaincre de la justesse de notre choix et espérer que l'histoire nous donne raison. Et je suis sûr qu'on aura raison. Si l'histoire montrera le contraire, les peuples tireront les conclusions. C'est pour cela que lorsque j'écoute tous ces discours,
Je me dis, mais il faut quand même donner quelques éclaircissements aux uns et aux autres. Les dirigeants maliens, burkinabés, Niger, ne se sont pas levés comme ça pour quitter les casernes, venir dire qu'ils sont au pouvoir. Mais au Mali, on n'avait plus de pays. Les 80% de notre pays étaient occupés par les terroristes. Ce n'est que dans la capitale qu'on voyage, on fait des meetings, on fait des cravates, mais alors il n'y avait rien. Moi, depuis 2014, je ne peux pas aller dans mon village. Il y a des chefs de parti qui demandent des élections, mais ils ne peuvent pas aller chez eux, faire des élections. Mais le peuple a dit que ça suffit. Il a manifesté pendant des mois. Et l'armée malienne est venue délivrer le peuple malien. Donc les militaires maliens ne se sont pas levés, quitté le front et venus prendre le pouvoir. Ça, c'est le Mali. Au Burkina, c'est une autre réalité. Là-bas, le système démocratique marchait. On a fait les élections. Il y a un président qui est là, une assemblée, tout fonctionnait. Mais c'est l'insécurité encore. Les citoyens ne vivaient pas. Finalement, ils se sont révoltés. Donc, c'est le résultat d'une insurrection militaire qui a mis fin à ce qu'ils appellent le régime démocratique. Au Niger, c'est l'illustration la plus éclatante, où vous aviez un président qui dit à son armée, il ne faut pas vous battre, vous êtes trop faible, vos adversaires sont plus forts que vous. Mais en période de guerre, ça c'est intelligence avec l'ennemi. Ça c'était le Niger. On tuait les gens par milliers. On ne pouvait même pas manifester. Vous vous rappelez quand Barkhane a quitté ici, les Nigériens qui ont voulu dire non. Mais le meneur de la contestation, on l'a tué, on l'a brûlé dans sa voiture, personne n'en parle jusqu'à aujourd'hui. On a terrorisé les Nigériens. Ils étaient obligés d'être cloîtrés chez eux. Vous sortez votre tête, on fracasse. On continue à tuer les militaires. La population était de désarroi. Donc les militaires nigériens ne se sont pas levés du jour au lendemain pour venir au pouvoir. C'est pour délivrer ce peuple-là, qui ne pouvait plus parler, qui ne pouvait plus agir. Et donc nos présidents, ils ne sont pas, entre parenthèses, démocratiquement élus, avec souvent des pourcentages qui font honte, mais ils sont le produit de la volonté populaire, des souffrances de leur peuple et de leurs exigences. C'est pour cela que, lorsque le 7 juillet 2024, le 6 juillet a été mis sur les fonds baptismaux la Confédération de l'AES, nous avons vu dès le 7 juillet se tenir à Abuja une réunion de la CEDEAO qui avait à son ordre du jour, entre autres, la question du retrait de cette institution des 3 pays constituant la Confédération de l'AES. Mais à l'issue de ce sommet, la CEDEAO a pris certaines décisions sur ce sujet. D'abord, je constate que la Confédération de l'AES a confirmé le retrait définitif des 3 pays membres de la CEDEAO. Mais la CEDEAO, en réponse, ne s'est pas posé la question pourquoi ils sont partis. Elle est restée dans les anciennes méthodes. Les sanctions, le bâton, on menace de sanctions. Mais on a fait ça contre le Mali, ça a échoué. On a fait contre le Burkina, ça a échoué. On a fait contre le Niger, ça a échoué. Mais pourquoi on ne change pas? Les êtres vivants ont une caractéristique, c'est leur capacité de tirer des leçons de ce qui arrive. Comment une organisation des peuples, disons, moi je ne crois pas que c'est les peuples, des dirigeants, ne tire pas les leçons de ce qui s'est passé. Au moins on devait s'asseoir. On a fait ça contre le Mali, quel a été le résultat? Ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Non, on vient les mêmes méthodes, les sanctions, les menaces, les punitions, les menaces de punition contre nos pays. Et le ridicule, c'est que le représentant de l'Union africaine, un fonctionnaire recruté sur appel d'offres, est allé donner une appréciation sur les choix des peuples des 3 pays. Un fonctionnaire payé sur ça, on peut le renvoyer à tout moment. Il n'est pas élu. Il va condamner le Niger, le Burkina et le Mali. Mais ce n'est pas
La première fois, vous vous rappelez quand au Mali il y a eu le changement de régime, c'était un fonctionnaire de la CEDEAO, avant la conférence des chefs d'État, qui a décidé de sanctionner le Mali. Mais pourquoi les Africains ne retiennent pas la moindre des choses, des leçons qu'ils ont apprises? Mais ces organisations, c'est très clair que c'est la conférence des chefs d'État qui prend une décision. Mais pourquoi un fonctionnaire va prendre des décisions? Bon, voici le problème des Africains. Dès que quelqu'un est dans un poste de responsabilité, il croit qu'il va faire ce qu'il veut. Or, il faut faire ce que la loi a dit. Donc, ce que ce fonctionnaire de l'Union africaine a fait, ce n'était pas la première fois. Heureusement d'ailleurs que le même jour, nos vaillants et brillants ministres des Affaires étrangères lui ont donné un coup de poing, au point qu'on n'en parle même plus. Je ne sais même pas où est-ce qu'il est actuellement. Parce qu'on a demandé à l'Union africaine carrément de tirer les leçons, parce que ce monsieur est venu se mêler de ce qui ne le concerne pas. Il a outrepassé ses missions. Il n'a pas comme mission d'aller donner une appréciation sur une décision politique d'un peuple souverain. Les gens ont l'impression d'oublier ça. Mesdames et messieurs, la confédération de l'AES est le résultat d'un retrait simultané des 3 pays de la CEDEAO à travers la déclaration du 28 janvier 2024, qui est elle-même le produit d'une maturation. Parce qu'en réalité, cette déclaration fait suite à des preuves que nous avions que certains pays étaient instrumentalisés pour agresser le Niger, renverser le pouvoir établi, instituer des fantoches. C'était ce qui était en cours. Il s'était donné très peu de temps, mais nous avons pris de vitesse. Le Mali a tout de suite, avec nos frères et amis du Burkina, s'est joint au Niger et nous avons décidé de sortir de cette organisation où on ne respecte plus les lois. Parce que ce sont des étrangers qui viennent donner de l'argent à des Africains pour étouffer, affamer, tuer dans les hôpitaux d'autres Africains. Vous vous rappelez que le G5 Sahel a fait combien d'années à demander 2 milliards dans la lutte contre le Sahel? On n'a jamais trouvé. Et voici que la fameuse force d'attente de la CEDEAO, qui attend depuis 2012. Parce qu'elle a été créée, annoncée, disons, à l'occasion de l'investiture du président Macky Sall en 2012. La force d'attente. Ils avaient dit en ce moment que c'était 5000 hommes. À cette réunion, le ministre des Affaires étrangères français a surgi, donne ses sous, pour dire au président que non, 5000 hommes, c'est trop, par rapport à juste 500 bandits au nord du Mali. Mais quelle est son affaire? Que nous nous prenons, comme je dis, un marteau, un éventail, un pilon, pour écraser une mouche parasite. Quelle est son affaire? Et depuis 2012, cette malheureuse force d'attente-là, elle est en train d'attendre. Et c'est l'autre jour qu'on a dit qu'on lui a trouvé 3 milliards pour aller attaquer le Niger. 3 milliards qui viendraient de l'étranger. Donc l'étranger sort l'argent, on finance, on met le couteau dans la main d'un Africain qui va poignarder son frère. Mais nous avons appris à lire l'histoire. Parce que la différence entre l'homme et les autres êtres vivants, c'est qu'il tire les leçons, il analyse. Un grand philosophe a dit que celui qui ne tire pas les leçons de l'histoire ou qui ne connaît pas l'histoire est appelé à la répéter. Et nous avons regardé ces dernières années, qu'est-ce qui est arrivé chez nous? Mais celui qui ne peut pas tirer les leçons, vous avez une force d'attente qui attend depuis 2012. Et vous ne pouvez pas tirer les leçons, vous dire que cette force d'attente-là, elle ne vaut rien. Elle ne peut rien faire. Vous venez faire les bagabaga contre le Niger encore, que cette force d'attente va se lever et quelqu'un va vous donner 3 milliards. Mais nous avons dit très clairement à ceux qui étaient des va-t-en-guerre, nous les avons mis en garde. J'ai utilisé la boutade, c'est pas comme ça qu'on a parlé bien sûr, mais j'ai utilisé la boutade en disant que nous avons été très clairs. Celui qui touche à un cheveu du Niger
nous allons lui raser la tête. Parce qu'après le Niger, c'est le Burkina, après le Burkina, c'est le Mali. Nous savons ce qu'ils préparent. Ils font de la stratégie en faisant croire que c'est le Niger parce qu'ils les croient plus faibles. Comme tout le monde a peur du Mali, nous les avons tous chassés de chez nous. Donc ils veulent nous encercler. Et donc on s'est mis ensemble. On leur a dit que celui qui touche le Niger, il va voir. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont tus. Cette force a continué à attendre. Jusqu'à présent, elle attend d'ailleurs. Et puis, un jour, le 30 juillet, ils se réunissent. Qui est sa force d'attente est prête. Ils vont venir tomber sur le Niger. Mais le 31, nous avons fait une déclaration commune pour être très clair. C'est là-bas qu'on a décidé que celui qui touche le Burkina cette fois-ci, le Niger cette fois-ci-là, il touche nos 3 pays. Les frères se sont donné la main pour faire face à l'adversité et à celui qui se laisse instrumentaliser par des forces étrangères. Parce que cette partie de l'histoire, on l'oublie. Les gens pensent que Assimi Goïta, Draman Chani et Traoré se sont retrouvés au Niger, ils ont décidé qu'on sort. Mais il y a un processus. Donc le 30 juillet, ils ont décidé qu'ils vont tomber sur le Niger. Le 31 juillet, nous leur avons dit que si vous tombez sur le Niger, nous considérons que c'est un acte d'agression contre tous nos pays. Et déjà le 23 septembre, vous vous rappelez, à la tribune des Nations Unies, à la 78e session, lorsque le ministre des Affaires étrangères du Niger a été empêché de rentrer pour s'exprimer, le ministre des Affaires étrangères du Mali a pris les choses en charge et nous avons parlé au nom de nos 2 pays. Il a parlé brillamment au nom du Mali et du Niger. Beaucoup semblent oublier cela parce que le 7 septembre, je voulais vous rappeler, il y a eu l'attaque du bateau de Tombouctou, plusieurs centaines de morts. Est-ce que vous savez que la CEDEAO a tenu un sommet après? Ils n'en ont même pas fait cas. Même une simple de lettre de condoléances au président du Mali. Un pays s'est opposé aux Nations Unies. Donc ça veut dire que les Maliens peuvent mourir. Ce n'est pas leur affaire. Mais nous avons pour ainsi de la gigote. Si vous ne prenez pas au sérieux, mais nous on se défend. Des centaines de Maliens meurent. La CEDEAO se réunit. Elle ne fait même pas cas de ça. À l'ONU, on ne fait même pas cas de ça. Mais comment vous pouvez comprendre ces comportements? On ne peut pas continuer à accepter des choses comme ça. Mais il se trouve qu'en ce moment, nous avions le plan pour prendre Kidal. Nous avons pris Anéfis. Nous avons pris Kidal. Nous avons chassé toutes ces forces maléfiques qui étaient chez nous en train de nous tromper. Takuba, G5 Sahel, Barkhane, MINUSMA, que sais-je encore, EUTM, ECAP, qui viennent former nos militaires, et on ne donne pas des balles aux militaires. Non, qu'ils ne donnent pas d'armes létales. Mais ce n'est pas les mêmes qui disent qu'ils vont donner des armes létales pour tomber sur le Niger. Ce n'est pas les mêmes qui envoient des instructeurs dans un pays européen de l'Est avec des armes létales. Mais les gens pensent que nous, on ne réfléchit pas. Mais on compare tous les jours que Dieu fait. Et on s'est rendu compte que notre destin doit être pris en main par nous-mêmes et nos peuples. Personne d'autre ne le fera. Parce que lorsque vous avez à la tête des États des gens qui ont décidé d'être des agents d'exécution des décisions politiques des pays extra-africains, nous ne pouvions pas continuer à accepter cela.